quelque chose vient de se produire au plus profond du Congo. Et les chercheurs peinent à trouver les mots justes tant ce phénomène paraît incroyable. Une tribu a été découverte en train de faire des choses qui remettent en question tout ce que l'on pense comprendre de la peur, de la douleur et même de la mort elle-même. Ces gens brûlent leurs morts dans les mêmes huttes où ils dorment, puis continuent d'y vivre. Certains passent toute leur vie à garder d'étranges objets qui ont tué des personnes simplement parce qu'elles les avaient regardés. D'autres vont jusqu'à voler des aiglons à main nue pour les transformer en partenaires de chasse. Ces tribus existent encore aujourd'hui. Certaines sont contactées pour la toute première fois pendant que vous regardez cette vidéo. Et ce qu'elles font dans l'obscurité des forêts risque de vous laisser complètement sous le choc. Les Bayaka. En 1973, un jeune anthropologue nommé Barry Hewlett arriva pour la première fois au Congo. Il avait lu des choses sur les Bayaka. Il avait étudié ce qu'en disaient les livres. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait voir durant sa première semaine dans la forêt. Un homme se trouvait à près de 18 mètres du sol, pieds nus, torse nu, sans corde, sans aucune protection entre lui et le sol de la jungle. Hewlett s'arrêta net. Il resta figé à regarder, la poitrine serrée, persuadé qu'il allait assister à une mort en direct. Les abeilles avaient déjà trouvé l'homme. Elles couvraient ses bras, son cou, son visage, plantant leurs dards dans sa peau par centaines. Il ne les chassait pas. Il ne bronchait même pas. Il continuait de grimper parce que le miel au sommet de cet arbre était sacré et que la forêt ne récompense jamais l'hésitation. Les Bayaka font partie des plus anciens peuples survivants du bassin du Congo, présents en Afrique centrale depuis des milliers d'années. Ils se déplacent à travers les forêts du Congo, du Cameroun, de la République centrafricaine et du Gabon en petits groupes nomades, sans construire quoi que ce soit de permanent, sans laisser la moindre trace derrière eux. Ils ne cherchent pas à conquérir la forêt, ils se fondent en elle. Mais ce qui glaça véritablement Hewlett n'avait rien à voir avec le miel ou les arbres, c'étaient les pères. Il découvrit que les hommes Bayaka passent plus de temps en contact physique direct avec leurs nourrissons que les pères de n'importe quelle autre culture au monde. Quand la mère est absente et qu'un bébé pleure, le père serre l'enfant contre sa poitrine nue et lui offre son propre mamelon à téter, non pas pour le nourrir, mais simplement pour calmer sa peur. Aucune autre culture sur Terre ne fait cela. Puis, il y a Djengi, l'esprit de la forêt que les Bayaka craignent plus que tout. Lorsqu'un membre de la communauté meurt, le corps est enterré à l'intérieur de la hutte, puis la hutte est incendiée. Le groupe part immédiatement. Personne n'a le droit de regarder derrière lui pendant que la structure brûle. Quiconque se retourne est saisi, attaché à un poteau dressé à côté du feu, puis laissé debout là toute la nuit jusqu'au matin. Non pas comme une punition, mais comme un avertissement adressé à la forêt pour montrer que la règle a bien été respectée. Pendant les cérémonies d'initiation de Djengi, les jeunes hommes sont emmenés dans la forêt et enfermés dans une structure si petite qu'ils ne peuvent ni s'asseoir ni se pencher. Ils restent debout pendant des jours, sans repos, presque sans nourriture, plongés dans une obscurité totale, tandis que des sons censés représenter l'esprit tournant autour d'eux résonnent toute la nuit. Ils y entrent comme des garçons. Si la forêt les accepte, ils en ressortent totalement transformés. Les Bayaka ne possèdent aucune archive écrite. Chaque poison, chaque remède, chaque rituel n'existe que dans la mémoire humaine. Et lorsque leurs anciens meurent, ce sont des bibliothèques entières qui disparaissent avec eux. Les Lega. Dans les villages reculés de l'Est du Congo, certains hommes portent chaque jour des crânes humains sur eux. Pas cachés, pas enterrés, plaqués contre leur peau, serrés contre leur corps, auquel ils parlent. Et pour le peuple Lega, cela n'a rien de dérangeant. C'est même le plus grand honneur qu'un homme vivant puisse recevoir. Les Lega possèdent une société secrète appelée le Bwami, l'un des systèmes de pouvoir les plus complexes et sophistiqués jamais observés en Afrique centrale. On n'entre pas simplement dans le Bwami, on passe toute sa vie à tenter de mériter sa place en son sein. Cette société est divisée en plusieurs niveaux, chacun plus difficile et exigeant que le précédent, demandant des années de sacrifice et une sagesse prouvée avant qu'une progression soit accordée. Plus un homme gravit les échelons du Bwami, plus il est considéré comme proche du monde des ancêtres. Et au niveau les plus élevés, ce lien devient physique. Les membres des rangs supérieurs reçoivent les crânes d'anciens défunts qu'ils doivent porter quotidiennement avec eux. Ces crânes ne sont pas de simples symboles. Selon les croyances Lega, ils transmettent directement la connaissance, la protection et le jugement des morts dans le corps de l'homme qui les porte. Ils n'exhibent pas son pouvoir, ils le canalisent. Les objets rituels des plus hauts rangs du Bwami sont appelés Lukwa Kongo. Les femmes, les enfants et les hommes non initiés n'ont absolument pas le droit de les voir. Ce n'est pas déconseillé, c'est strictement interdit. Dans un cas documenté, une femme aperçut accidentellement un Lukwa Kongo pendant une cérémonie. Elle fut privée de tout statut social, rejetée par sa propre famille et, selon les témoignages recueillis par les chercheurs, forcée de subir un rituel de purification si brutal physiquement qu'elle ne s'en remit jamais totalement.
La frontière entre les initiés et les non-initiés n'est pas une simple séparation sociale. Elle est considérée comme la limite entre les vivants et les condamnés à jamais. Les autorités coloniales belges comprirent rapidement que le Bwami détenait bien plus de pouvoir réel sur les communautés légas que n'importe quel gouvernement extérieur. Elles passèrent des années à essayer de le démanteler, sans jamais y parvenir. Puis, des collectionneurs occidentaux arrivèrent et pillèrent les villages de leurs objets rituels, détruisant en une seule nuit la structure spirituelle de communautés entières. Pourtant, le Bwami existe toujours. Les initiations continuent encore aujourd'hui. Et en ce moment même, dans l'est du Congo, des hommes marchent avec les crânes de leurs ancêtres pressés contre leur peau, avançant dans le monde avec les morts collés à leur corps, sans y voir quoi que ce soit d'étrange. Les chasseurs d'aigles kayak. Avant même qu'un enfant kazakh soit assez âgé pour chasser, il apprend déjà à tenir un aigle royal. Des aigles royaux dont l'envergure dépasse la taille d'un homme adulte. Des cerfs capables de broyer des os sans le moindre effort. L'enfant est placé face à l'oiseau. On ne le protège pas de lui. Les parents observent sans intervenir, parce qu'eux aussi sont passés par là. Leurs propres parents avant eux aussi. Depuis plus de 4000 ans, tout commence ainsi. Les chutes arrivent, les lacérations causées par les cerfs arrivent aussi. Un enfant tombe de cheval pendant l'entraînement, et ses parents l'aident simplement à se relever avant de le remettre en selle. Il n'y a aucun débat sur le fait de continuer ou non. Une blessure n'est pas une raison d'arrêter. C'est la preuve que l'entraînement est réel, et que l'enfant est préparé à quelque chose de réel. Les chasseurs d'aigles kazakhs, appelés berkouchi, perpétuent cette tradition à travers les steppes glacées de l'ouest de la Mongolie, où les températures chutent jusqu'à -40 degrés et où le vent arrache littéralement la peau. Les aigles royaux servent à chasser les renards, les lapins et les loups sur ces plaines ouvertes, et la création de ce lien entre l'homme et l'oiseau est brutale dès le tout premier instant. Le chasseur grimpe jusqu'à un nid accroché à une falaise à plusieurs dizaines de mètres du sol, tend la main pendant que les parents attaquent, puis saisit un aiglon à main nue. C'est comme ça que tout commence. L'aiglon est ensuite maintenu éveillé pendant plusieurs jours, pas quelques heures, plusieurs jours entiers. Il est porté en permanence sur le bras du chasseur, auquel il s'habitue progressivement. On lui parle, il est nourri uniquement à la main, privé de sommeil jusqu'à ce qu'il considère le chasseur comme l'unique source de sécurité et de nourriture dans son monde. Ce processus prend des mois avant que l'oiseau soit considéré comme prêt à chasser. Un aigle de chasse parfaitement entraîné exerce plus de 180 kg de pression par centimètre carré avec ses serres. Lorsqu'il attrape une proie, il ne la rapporte pas. Il l'écrase contre le sol gelé et la maintient totalement immobile jusqu'à l'arrivée du chasseur pour achever la mise à mort. Pendant des siècles, cette tradition fut exclusivement masculine. Puis les filles ont commencé à participer et à gagner. Lors du festival annuel de l'Aigle Royal, des chasseuses ont battu des concurrents masculins à de nombreuses reprises. Et loin de détruire la tradition, cela l'a rendue encore plus forte. Après des années de chasse côte à côte, le chasseur relâche finalement l'aigle dans la nature et repart sans rien. Aucun trophée, aucun nouvel oiseau, seulement le souvenir de ce qui a été construit, puis volontairement abandonné. Dans un endroit aussi impitoyable, ce genre de discipline n'a rien de romantique. C'est précisément tout le principe. Les haches. Quand des chercheurs ont demandé à l'un des anthropologues les plus respectés ayant vécu auprès des haches à quoi ressemblait leur mode de vie, sa réponse fut immédiate, sans la moindre hésitation. Il déclara « C'est exactement comme ça que les humains vivaient il y a 30 000 ans. Pas similaire, pas proche, exactement. » Il les avait observés se déplacer, chasser, partager la nourriture et prendre les décisions. Et ce qu'ils voyaient n'était pas un simple vestige du passé, c'était le système lui-même, toujours en fonctionnement, toujours intact. Jusqu'au milieu du XXe siècle, il existait encore des peuples vivant dans les forêts de l'est du Paraguay d'une manière presque identique à celle des humains d'il y a 30 000 ans. Pas de village, pas d'agriculture, aucune réserve de nourriture. De petits groupes se déplaçant silencieusement dans une jungle dense, chassant tout ce dont ils avaient besoin, puis disparaissant avant même que la forêt ne semble remarquer leur présence. Les haches ont été étudiées de manière intensive par les anthropologues parce qu'ils représentaient la fenêtre vivante la plus proche du véritable fonctionnement des humains préhistoriques. Les chercheurs ayant passé de longues périodes avec eux en sont revenus profondément bouleversés par ce qu'ils avaient vu. Les chasseurs haches se déplaçaient en petits groupes et communiquaient presque exclusivement par signe de la main pendant le suivi des proies. Aucun mot, aucun mouvement inutile. Le niveau de silence coordonné qu'ils maintenaient fut directement comparé par les chercheurs à ce que les preuves fossiles suggèrent concernant les groupes de chasse d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Chaque animal capturé était partagé équitablement. Le chasseur ayant effectué la mise à mort recevait exactement la même portion que le membre le plus âgé du groupe ou le plus jeune enfant. Personne n'accumulait davantage. Personne ne manquait de quoi vivre. Ce n'était pas de la générosité. C'était le système, et il fonctionnait ainsi sans modification depuis des milliers d'années.
Leur connaissance de la forêt dépassait largement la simple expertise. Cela ressemblait davantage à un instinct forgé au fil des générations. Ils savaient quels arbres portaient des fruits pendant la saison sèche, où le miel était caché, comment suivre silencieusement un singe dans la canopée pendant des heures, et comment soigner une blessure profonde uniquement avec ce qui poussait autour d'eux. Tout reposait uniquement sur la mémoire. Rien n'était écrit, rien n'était dessiné. Tout n'existait que tant que ceux qui détenaient ce savoir restaient en vie. Puis le contact avec le monde extérieur finit par arriver. Et lorsque les haches furent poussées vers une vie sédentaire, quelque chose se brisa à l'intérieur de leur communauté sous les yeux même des chercheurs. Des hommes ayant passé leur existence entière comme les chasseurs les plus compétents de la forêt se retrouvèrent totalement incapables de fonctionner dans une société fondée sur la compétition individuelle, la propriété privée et l'installation permanente. La désorientation fut totale et elle fut documentée dans les moindres détails. Les anciens enseignent encore aujourd'hui le pistage et le tir à l'arc. Les histoires continuent d'être racontées. Mais la forêt décrite dans ces récits a presque entièrement disparu, et ceux qui la connaissaient le mieux manquent désormais de temps pour transmettre ce qu'ils savent. Les Azandés. Dans la société Azandé, rien de mauvais n'arrive par accident. Absolument rien. Si un homme meurt soudainement, c'est que quelqu'un en est la cause. Si les récoltes échouent, quelqu'un les a fait échouer. Si un enfant tombe malade et ne guérit pas, il y a forcément un nom associé à cette maladie. Il y a toujours un nom. Et les Azandés possèdent un système pour le découvrir qui détruit des vies depuis des siècles. Les Azandés vivent entre le Congo, le Soudan du Sud et la République centrafricaine. Dans les années 1920, l'anthropologue britannique E.E. Evans Pritchard passa plusieurs années parmi eux avant de revenir avec des observations qui bouleversèrent le monde universitaire. Il expliqua que leur système de sorcellerie n'était pas une simple superstition. Il était logique de l'intérieur, soigneusement structuré, et bien plus cohérent que ce que les étrangers étaient prêts à admettre. Il ne disait pas cela de loin, il l'avait vu fonctionner de ses propres yeux. Un jour, un homme du village déclara qu'un objet avait été volé chez lui. Aucun témoin, aucune preuve, aucun aveu. Dans n'importe quelle autre société, l'affaire serait probablement restée sans réponse. Chez les Azandés, ce n'était pas possible. Un devin fut consulté. On apporta alors l'oracle de la planche à friction, un petit instrument en bois sculpté et traité avec des préparations rituelles qui fonctionnent en faisant glisser une pièce de bois contre une autre. Un nom fut proposé. On demanda à l'oracle si cet homme était le voleur. Le bois se bloqua. C'était la réponse. Le verdict fut annoncé à toute la communauté avant même que l'accusé sache qu'une accusation existait contre lui. Evans Pritchard observa le visage de l'homme lorsqu'on le lui annonça. Il observa aussi la réaction du village. Personne ne remit la méthode en question. Personne ne demanda de preuves supplémentaires. L'oracle avait parlé, et cela suffisait. Après cette affaire et bien d'autres, Evans Pritchard revint toujours à la même conclusion. Le système était hermétique, non pas parce qu'il avait toujours raison, mais parce qu'il était conçu de manière à ne jamais pouvoir être prouvé faux. Chaque résultat le confirmait. Chaque échec le renforçait encore davantage. Au centre de ce système se trouve l'oracle Benge. Le Benge est un poison préparé à partir d'une plante spécifique, mélangé selon un rituel, puis administré à une poule devant des témoins. Une question à laquelle on peut répondre par oui ou non est posée concernant la culpabilité ou l'innocence d'une personne. La poule meurt ou survit. Voilà le verdict. Il n'existe aucun appel, aucune seconde audience, aucune possibilité de contester le résultat. L'accusé n'a même pas besoin d'être présent. Un homme peut se réveiller un matin et découvrir qu'une poule est morte la veille au cours d'un rituel dont il ignorait tout et que la communauté a déjà décidé qu'il était responsable de la mort de son voisin. Au moment où il l'apprend, le verdict est déjà définitif. Une fois identifié comme sorcier, une personne ne perd pas seulement sa réputation, elle perd tout. Ses terres sont confisquées. Sa famille prend ses distances pour éviter toute contamination. Ses enfants sont observés avec méfiance pour le reste de leur vie, parce que le mang, la substance physique de sorcellerie censée se trouver dans le corps près du foie, est considéré comme héréditaire. Le verdict prononcé contre votre père devient le point de départ de votre propre existence. Evans Pritchard a documenté des cas où des personnes accusées de sorcellerie furent tuées, non pas dans la colère ou le chaos, mais dans un calme absolu, avec l'accord silencieux de toute une communauté. Comme si un groupe de personnes raisonnables décidait simplement d'éliminer quelque chose de dangereux d'un espace partagé. Les chefs contrôlaient les oracles les plus puissants. Ce seul fait explique absolument tout. Les accusations de sorcellerie n'étaient pas seulement des affaires spirituelles, c'étaient les armes politiques les plus efficaces dont disposait la société. Et ceux qui détenaient le pouvoir les utilisaient sans la moindre hésitation pour éliminer quiconque menaçait leur position. L'oracle ne se trompait jamais, et même lorsqu'il semblait se tromper, il existait toujours une explication toute prête. Un autre sorcier avait corrompu le poison. La réponse restait donc correcte, elle avait simplement été perturbée.
Il n'existait aucun scénario dans lequel le système pouvait avoir tort, et c'est précisément ce qui le rendait aussi destructeur. Les Mbouti. Lorsqu'une personne meurt dans un campement Mbouti, le corps ne quitte jamais la hutte. Il est enterré directement à l'intérieur, entre les mêmes murs où cette personne avait dormi et vécu. Ensuite, la hutte est incendiée. Avant même que les cendres aient refroidi, tout le groupe a déjà disparu. Ils ne regardent jamais derrière eux, ils ne reviennent jamais. Les Mbouti font partie des peuples les plus anciens de la forêt tropicale de l'Ituri, au Congo. Ils comptent parmi les populations les plus petites du monde, la plupart des adultes mesurant à peine plus d'1,20 m. Pourtant, ils se déplacent dans l'une des forêts les plus denses et dangereuses de la planète, comme s'ils étaient nés à l'intérieur. Parce que c'est exactement le cas. Ils ne cultivent pas la terre, ils n'élèvent aucun animal. Ils chassent avec des filets, récoltent des plantes sauvages et lisent entièrement la forêt à travers les sons. Un cri d'oiseau bien précis leur indique qu'un danger approche. Une branche qui casse dans une certaine direction leur révèle quel animal vient de bouger et à quelle distance il se trouve. La forêt leur parle dans une langue qu'aucun étranger n'a jamais réussi à comprendre complètement. Leurs abris sont construits en quelques heures seulement à partir de feuilles et de branches, sans jamais être destinés à durer. Dès qu'un endroit cesse de leur être utile, ils l'abandonnent sans la moindre hésitation. La permanence ne signifie rien pour les Mbouti. Le mouvement est une question de survie. Leurs règles autour de la mort vont encore plus loin que ce que la plupart des gens imaginent. Lorsqu'une personne meurt dans la forêt, l'endroit est immédiatement abandonné. Pas de long deuil, pas de visite ultérieure. Leur croyance est simple. La forêt ne prend pas seulement le corps, elle prend entièrement la personne. Rester près de cet endroit n'est pas vu comme une marque de respect, mais comme un danger. La zone est évitée parce que ce qui a causé la mort est censé y demeurer, non pas comme un souvenir, mais comme une présence, quelque chose capable de frapper à nouveau sans prévenir. Ceux qui ignorent cette règle tomberaient malades peu après. Pas forcément de manière visible, parfois lentement, parfois sans cause évidente. Les habitants décrivent cela comme la forêt venant récupérer ce qui lui était déjà dû. Et puis, il y a ceux qui vivent encore plus profondément à l'intérieur. Pas des histoires, pas des légendes, des êtres humains. Des groupes supposément liés aux Mbouti, vivant au-delà des zones où personne n'est censé s'aventurer. Aucun sentier ne mène jusqu'à eux. Personne ne peut dire précisément où ils vivent. Ils apparaissent sans prévenir, une silhouette entre les arbres, une forme immobile qui observe. Puis, ils disparaissent. Aucun bruit de pas, aucune branche cassée, aucune trace laissée derrière eux. Quiconque tente de les suivre perd son orientation presque immédiatement, comme si la forêt elle-même se refermait pour effacer le chemin. Et lorsque les Mbouti parlent d'eux, ils ne rient jamais. Leur voix baisse automatiquement. Ils en parlent avec précaution, comme d'une chose qu'il ne faut surtout pas déranger, quelque chose qu'il vaut mieux laisser exactement là où c'est. Le peuple San. Le peuple San d'Afrique australe vit dans le désert du Kalahari depuis au moins 70 000 ans. L'agriculture a été inventée il y a 12 000 ans. L'écriture n'existe que depuis 5 000 ans. Les San, eux, étaient déjà là bien avant tout cela. Déjà organisés, déjà chasseurs, déjà capables de survivre dans l'un des environnements les plus impitoyables de la planète. Ils ne sont pas un vestige du passé, ils représentent la plus ancienne culture humaine encore ininterrompue sur Terre. Leur méthode de chasse n'a rien de rapide, elle n'a rien d'agressif au sens où la plupart des gens l'imaginent. Elle est bien plus troublante que ça. Un chasseur San tire une seule petite flèche sur un animal, puis le suit pendant plusieurs jours à travers des terrains qui ont tué des explorateurs pourtant entraînés et équipés. Parcourant parfois plus de 50 km au cours d'une seule poursuite, lisant l'herbe écrasée, le sable déplacé et la forme exacte d'une empreinte dans la terre sèche, jusqu'à ce que le corps de l'animal finisse par céder sous l'effet du poison qui se répand dans son sang. Ce poison est extrait des larves du coléoptère Diamphidia. Il est appliqué en fine couche sur la pointe de la flèche et agit en détruisant les globules rouges de l'intérieur. Une simple égratignure suffit à déclencher le processus. Il n'existe aucun antidote connu dans le monde. Le chasseur ne poursuit pas sa proie dans la précipitation. Il la suit patiemment, lit son affaiblissement dans les traces qu'elle laisse derrière elle et attend le moment exact où elle finit par s'effondrer. Dans le Kalahari, l'eau est cachée sous terre dans des œufs d'autruche, enterrés à des endroits connus uniquement grâce à la mémoire humaine. Ces emplacements sont transmis oralement de parents à enfants depuis des générations. Si ceux qui possèdent ce savoir disparaissent, l'eau disparaît avec eux pour toujours. Le désert reprend tout. Leur langue à clics utilise des sons produits simultanément à plusieurs endroits différents de la bouche, des sons qui n'existent dans aucune autre langue sur Terre. Les linguistes considèrent ce système comme l'un des ensembles phonétiques les plus complexes jamais documentés. Pendant la grande danse de guérison, la communauté tourne autour d'un feu pendant des heures jusqu'à ce que certains individus tombent dans un état de transe appelé Kia.
Dans cet état, les guérisseurs racontent qu'ils se séparent physiquement de leur corps, pénètrent dans un monde qu'ils décrivent comme plus réel et plus terrifiant encore que le monde éveillé. Puis reviennent en rapportant quelque chose qu'ils auraient extrait des malades. Certains guérisseurs ressortent du Kia en hurlant, d'autres restent incapables de parler pendant des heures. Les chercheurs ont confirmé l'existence réelle de cet état de transe physiologique. Mais ce qui s'y produit réellement n'a jamais pu être expliqué par quelqu'un ne l'ayant pas vécu lui-même. Les boas. Lorsque les autorités coloniales belges atteignirent la province orientale du Congo à la fin du 19e siècle, ce n'étaient pas des hommes faciles à impressionner. Ils avaient déjà documenté des guerres, des famines et des violences tribales à travers le continent. Pourtant, ce qu'ils découvrirent chez les Boas et les peuples voisins fut si choquant que leurs expéditions s'arrêtèrent complètement. Et les rapports envoyés à Bruxelles utilisaient un langage que des fonctionnaires expérimentés n'employaient pratiquement jamais. Ils étaient profondément secoués. Les Boas pratiquaient ouvertement le cannibalisme rituel sans la moindre honte. Il ne s'agissait pas de famine. Aucun manque de nourriture n'était à l'origine de cela. C'était une tradition guerrière volontaire, structurée et cérémonielle, fondée sur un système de croyances possédant sa propre logique interne. Lorsqu'un ennemi était vaincu au combat, l'acte suprême consistait à le consommer, plus précisément son cœur et son foie. Le cœur parce qu'il était considéré comme la source du courage, le foie parce qu'il était censé contenir la force vitale elle-même. Manger les deux signifiait absorber définitivement dans son propre corps tout ce qui rendait cet ennemi puissant. Vous ne faisiez pas que le vaincre, vous l'assimiliez. Les prisonniers capturés pendant les guerres n'étaient pas simplement exécutés puis mangés. Le processus était cérémoniel. Il se déroulait devant toute la communauté. Il suivait des règles précises concernant l'ordre des étapes, les participants et l'objectif du rituel. Les archives coloniales, les récits missionnaires et les premiers rapports anthropologiques décrivent tous cette pratique avec constance et dans les moindres détails. Les crânes des ennemis consommés étaient ensuite conservés et exposés dans les habitations. Avant les batailles suivantes, les guerriers s'asseyaient auprès de ces crânes et les consultaient, les considérant comme des réservoirs de puissance capturés, devenant plus forts à chaque nouvelle victoire ajoutée à leur histoire. Le statut d'un guerrier dans la communauté était directement mesuré par le nombre de crânes qu'il possédait. Ce que les autorités coloniales ne parvenaient pas à comprendre, et ce qui transparaît clairement dans leur rapport avec un profond malaise, c'était l'absence totale de honte autour de cette pratique. Personne ne baissait la voix. Personne ne la présentait comme quelque chose de regrettable ou de nécessaire. C'était une tradition évoquée avec la même fierté et la même ouverture que n'importe quelle culture lorsqu'elle parle de ce qu'elle considère honorable. La réponse coloniale fut extrêmement brutale. Des villages entiers furent incendiés, des communautés furent détruites. Et selon les mêmes documents officiels qui décrivaient ces pratiques, la violence utilisée pour les supprimer causa bien davantage de morts que la pratique elle-même. Pour les Boas, manger un ennemi vaincu n'était pas une atteinte à sa dignité. Dans le système de pensée qui était le leur depuis des générations, c'était au contraire la plus grande reconnaissance possible. On consommait ce que l'on respectait le plus. Les Tarahumara Raramuri. Au cœur d'un réseau de canyons 4 fois plus vaste que le Grand Canyon et bien moins cartographié, vivent des hommes capables de courir plus de 160 km à travers les montagnes sans s'arrêter. Ils portent des sandales découpées dans de vieux pneus de voiture. Ils se nourrissent de maïs séché, de haricots et de graines de chia. Et lorsqu'ils terminent, ils ne sont pas détruits physiquement. Ils sont encore debout, prêts à repartir. Les Raramuri, dont le nom signifie « ceux qui courent vite », sont le peuple Tarahumara des montagnes de la Sierra Madre, dans le nord du Mexique. Pour eux, courir n'est ni un sport ni un loisir. C'est la structure même sur laquelle repose leur société. Les villages dispersés à travers les Copper Canyon sont séparés par des reliefs si abrupts et des distances si immenses que la course reste le seul moyen fiable de communiquer, d'échanger et de maintenir les liens entre les communautés. Cela dure ainsi depuis aussi loin que l'on puisse remonter. Les enfants commencent à courir avant même d'apprendre autre chose. Les jeux communautaires consistent à pousser une balle en bois du pied et à la poursuivre sur des kilomètres de sentiers rocheux à travers les montagnes, dès qu'ils savent marcher correctement. Lorsqu'un enfant Raramuri devient adulte, il a déjà parcouru des distances que des athlètes professionnels d'endurance passent toute leur carrière à essayer d'atteindre. Et il l'a fait sans le moindre équipement spécialisé. Leur alimentation inquiéterait n'importe quel nutritionniste moderne. Du maïs, des haricots, des graines de chia et de l'eau. Aucun complément alimentaire, aucun repas de récupération, aucune stratégie nutritionnelle complexe. Les scientifiques étudiant les Raramuri ont publiquement admis avoir du mal à expliquer comment leur niveau de performance physique est physiologiquement possible avec une alimentation aussi simple.
Les données observées ne correspondent absolument pas à ce que prédit la science du sport moderne. Dans les années 1990, des coureurs raramuri participèrent pour la première fois à des ultramarathons compétitifs. Ils arrivèrent en sandales fabriquées à partir de pneus et avec des vêtements ordinaires. Ils terminèrent pourtant parmi les meilleurs face à des athlètes équipés de matériel coûtant des milliers de dollars. Et depuis, le monde professionnel de la course à pied ne sait toujours pas vraiment quoi faire de cette réalité. Leurs courses cérémonielles, appelées Rarajipari, peuvent durer jusqu'à 48 heures sans interruption à travers les montagnes. Ce ne sont pas de simples compétitions sportives. Ce sont des événements religieux liés aux cycles agricoles et à la survie de la communauté. Certains coureurs ont été observés continuant malgré des blessures qui auraient immédiatement forcé n'importe quel athlète professionnel à abandonner. Parce que dans leur culture, arrêter n'est tout simplement pas considéré comme une option. Ce que le monde extérieur n'a jamais réussi à reproduire, ce n'est pas leur endurance. C'est le fait que cette endurance n'est pas séparée de leur existence. Elle est leur existence, intégrée dans chaque journée depuis la naissance. Et il est impossible de l'extraire de leur mode de vie pour la transplanter ailleurs. Les Komos. Dans certains villages du Congo, il existe des hommes ayant passé toute leur vie à entretenir quelque chose que la plupart des gens n'auront jamais le droit de voir. Ils ont été scarifiés pour entrer dans la société qui leur a confié cette responsabilité. Les cicatrices sur leur corps ne sont pas décoratives. Elles sont un engagement irréversible. Et les objets dont ils s'occupent accumulent du pouvoir, selon leurs croyances, depuis bien avant la naissance de quiconque est encore vivant aujourd'hui. Le Komo est une société secrète initiatique présente au Congo ainsi que dans certaines régions du Mali. L'adhésion est exclusivement masculine. Sa structure interne n'a jamais été entièrement documentée par des chercheurs extérieurs, non pas faute de tentatives, mais parce que la société a historiquement répondu à toute intrusion non autorisée par des conséquences mettant définitivement fin à ces tentatives. Pour entrer dans le Komo, un homme subit des scarifications. Des motifs précis sont taillés dans sa peau lors d'un processus qui n'est ni rapide ni destiné à être supportable. Les cicatrices sont permanentes. Elles marquent l'homme comme lié à la société d'une manière qu'aucune autorité extérieure ne peut annuler ou négocier. Les objets au centre des rituels Komo sont appelés boli. À l'origine, il ne s'agissait que de petits noyaux de bois ou d'argile. Mais au fil des décennies, ils ont été continuellement nourris. Du sang y était appliqué, des céréales intégrées à leur surface, des matières organiques ajoutées couche après couche, jusqu'à ce qu'ils deviennent denses, sombres et lourds d'une manière qui dépasse complètement leur taille physique. Selon les croyances Komo, un boli correctement entretenu n'est pas passif. Il possède des besoins précis. Il possède aussi des capacités spécifiques. Il peut protéger ou détruire selon les connaissances et les intentions exactes de la personne qui le dirige. Des témoignages recueillis par des chercheurs décrivent des hommes ayant hérité de bolis sans initiation préalable et tombés gravement malades en seulement quelques jours après les avoir pris en leur possession. Certains ne s'en sont jamais remis. Pour les Komo, ces objets ne représentent pas le pouvoir, ils sont le pouvoir lui-même, et une personne non initiée qui regarde directement un boli ne survivrait pas à l'expérience. Le savoir permettant de manipuler un boli sans danger n'existe qu'au sein des initiés. Il est transmis exclusivement à travers l'initiation et nulle part ailleurs. Un homme ignorant ces connaissances et se retrouvant à proximité d'un boli actif serait, selon tous les récits disponibles, immédiatement en danger à cause de l'objet lui-même. Les administrateurs coloniaux français et belges identifièrent officiellement le Komo comme le principal obstacle à l'établissement de leur contrôle dans certaines régions. La société dépassait les frontières des villages, transcendait les groupes ethniques et créait des réseaux de loyauté qu'aucune structure coloniale ne parvenait à infiltrer ou à reproduire. Des décennies de tentatives pour supprimer le Komo ne produisirent absolument rien. Le Komo existe toujours, les bolis existent toujours. En ce moment même, dans certains endroits précis du Congo, il existe des objets qui accumulent du sang et des matières organiques depuis avant la naissance de quiconque vit encore aujourd'hui. Les hommes qui les entretiennent savent parfaitement ce qu'ils font. Et tous les autres n'ont absolument pas le droit d'en savoir davantage. Les Samis. Au-dessus du cercle polaire arctique, le soleil ne se lève parfois plus pendant des semaines entières durant l'hiver. Le paysage devient une étendue blanche et silencieuse, s'étendant sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Des chercheurs et explorateurs ayant pénétré cet environnement sans préparation ont documenté de véritables effondrements psychologiques en seulement quelques semaines. L'isolement provoque sur l'esprit humain des effets difficiles à réparer. Les Samis vivent dans cet environnement depuis plus de 10 000 ans. Et pendant la majeure partie de cette période, le monde autour d'eux a activement tenté de les faire disparaître. Les Samis sont le seul peuple autochtone officiellement reconnu en Europe, réparti entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la péninsule de Kola en Russie.
Ce qu'ils ont dû traverser pour être encore là aujourd'hui n'a rien d'une histoire paisible. C'est l'un des exemples les plus longs et les plus brutalement organisés d'effacement culturel de l'histoire européenne moderne, mené non pas par d'anciens conquérants, mais par des gouvernements démocratiques du XXe siècle. Pendant une grande partie des 19e et 20e siècles, la Norvège, la Suède et la Finlande mirent en place des programmes étatiques coordonnés spécifiquement conçus pour détruire l'identité sami. Des enfants samis furent arrachés à leur famille et placés dans des institutions résidentielles où parler leur langue entraînait des punitions physiques. Ils étaient battus pour avoir prononcé les mots que leurs propres parents leur avaient appris. Les vêtements traditionnels furent interdits en public. La pratique de leurs coutumes fut traitée comme une affaire criminelle. Il ne s'agissait pas d'initiatives isolées. C'étaient des politiques officielles financées par les États eux-mêmes, mises en œuvre durant la vie de personnes encore en vie aujourd'hui. Beaucoup de ces enfants ne revinrent jamais comme les mêmes personnes. Certains ne revinrent jamais du tout. Pourtant, la langue sami a survécu. L'élevage des rennes a survécu. Le joik, leur tradition vocale dans laquelle une chanson ne décrit pas une personne mais devient cette personne, transportant son identité même après sa mort, a survécu. Le gakti, leur vêtement traditionnel fonctionnant comme un véritable système d'information indiquant la famille, la région et le statut communautaire à ceux capables de le lire, a lui aussi survécu. Mais leurs terres continuent d'être prises. Des compagnies minières et des entreprises de production d'énergie éolienne avancent actuellement sur les territoires ancestraux de pâturage sami. Les batailles judiciaires ont atteint les tribunaux internationaux. Les mêmes gouvernements qui ont passé les 2 derniers siècles à tenter d'effacer les Samis par la force culturelle cherchent désormais à achever ce processus à travers les infrastructures et l'exploitation des ressources. 10 000 ans de survie, et le combat n'est toujours pas terminé.